Oui, l'idée c'est d'amorcer un petit peu la discussion sur des données sur la pollution plastique. Je vais vous parler un petit peu de moi aussi. On se pose beaucoup de questions sur la pollution plastique. Il y a beaucoup d'articles qui sortent dans les journaux. C'est pas toujours facile quand on n'est pas expert de se faire un petit peu la part des choses. Donc là, comme les distances sont un peu grandes, je vais me permettre d'enlever le masque. Mais si jamais ça gêne quelqu'un, vous me dites. Alors on va commencer par un petit film. Comment l'association a été créée il y a à peu près 3 ans, donc par Yvan Bourgnon. Suite à ses nombreux tours du monde avec sa famille, avec son père et puis après tout seul, où il a pu constater qu'au fil des années, quand même, il y avait une sérieuse dégradation de la qualité des eaux dans certaines zones. Et donc, il voulait voir si finalement le grand public était sensibilisé à cette pollution. Donc la première chose qu'il a fait, c'est un crowdfunding il y a quelques années pour voir si les gens répondaient un petit peu à ce genre de questionnement. Et le résultat a été vraiment très positif. Et c'est grâce à l'argent de ce crowdfunding qu'il a pu monter l'association. Et donc l'association fonctionne maintenant à 99% sur du mécénat. C'est-à-dire ce sont des entreprises ou des particuliers qui donnent de l'argent à différents niveaux pour que l'on puisse atteindre nos objectifs. Donc je reviendrai un petit peu là-dessus après. Alors comment je suis arrivé là devant vous? J'ai fait mes études à Brest, en océanographie. Je suis à la fois un biologiste et un chimiste. Donc je connais bien le milieu marin, à la fois côtier et puis hauturier. Et je connais bien tout ce qui est l'écologie, je dirais, des écosystèmes. Donc tout naturellement, je suis allé travailler après, comme vous savez, à l'époque, moi j'ai fait ma thèse dans les années 90, donc les emplois, je dirais, publics au CNRS ou à l'université, il n'y en avait pas pléthore, donc je suis allé voir vers le privé. Et tout naturellement, c'est Kodak, la société Kodak, vous savez, les appareils photo, qui m'a embauché parce qu'ils avaient un centre de recherche en Bourgogne. Et ils voulaient, pour la créativité, mélanger les genres. C'est-à-dire prendre des grandes écoles, prendre des gens, des ingénieurs en chimie, en optique, mais aussi des docteurs avec d'autres disciplines, de façon à croiser un petit peu l'innovation. Donc je suis rentré comme ça un peu par hasard. Et puis, de fil en aiguille, comme c'est une société quand même un peu paternaliste, je suis resté de 1990 jusqu'à 2005. Vous voyez, ça fait 15 ans. Ça passe très vite en entreprise, dans des grosses boîtes comme ça, parce qu'on change de secteur assez régulièrement. Donc ça passe vraiment vite. Et j'ai beaucoup travaillé sur les nouveaux matériaux, les matériaux bio-inspirés, et pas mal en chimie analytique aussi. Donc Kodak, ayant pris le virage vers le numérique d'une façon un petit peu spéciale, moi j'étais quand même dans la partie en recherche qui était dans l'innovation, mais on était relié à une usine qui était quand même une usine de produits argentiques. Bon, l'usine a fini par fermer, Kodak a fermé pas mal d'usines. Et puis donc, à ce moment-là, une offre a croisé mon attention, c'est celle du CEVA, du Centre d'études et de valorisation des algues, qui présentait 2 avantages, c'est de revenir vers la mer, et puis physiquement de revenir en Bretagne, parce que la Bourgogne c'est très joli, mais le rythme des marées me manquait un peu. Donc voilà, je suis rentré au CEVA, et sans m'en rendre compte, vraiment, je suis resté une 12aine d'années. Je suis parti du CEVA donc, en 2017, donc, et je suis rentré en 2005, donc vous voyez, ça va très très vite finalement. Donc là, recherche appliquée sur les algues, tout ce qu'on peut faire avec les algues, soit au niveau alimentaire, cosmétique, des matériaux évidemment, de l'énergie, enfin tout ça. On en parlera peut-être un peu plus en détail après si vous avez des questions un peu spécifiques là-dessus. Et effectivement, on peut faire des plastiques, des matériaux à base d'algues. Bon, ça n'a jamais vraiment décollé parce que l'algue est une matière première qui est relativement chère. Et malheureusement, les matières premières des plastiques, en tout cas les matières premières d'origine pétrochimique, pour l'instant sont relativement peu chères. Voilà, et puis le CEVA, l'histoire du CEVA se finissant, en tout cas pour moi. Après, j'ai monté une petite société de consultants qui s'appelle Ficosiris, qui tourne toujours, qui donne un coup de main pour les sociétés qui travaillent dans les algues, donc ponctuellement. Et puis, pendant que j'étais en train de développer un peu mes clients, ma clientèle, eh bien, The Sea Cleaners a traversé ma route, mais vraiment totalement par hasard. Donc on s'est rencontré avec Yvan Bourgnon, avec son directeur, Jean-Michel Milcarec, et puis on ne sait plus, et puis voilà, c'est parti. Donc c'est souvent les histoires démarrent comme ça. Et donc là-bas, je fais le directeur scientifique. Ils avaient essayé
convaincre quelques universitaires de travailler avec eux comme directeur scientifique, mais ça n'avait pas très bien marché. Et donc là, il se trouve que mon profil collait bien parce que, en tant qu'écologiste, donc la connaissance des écosystèmes marins fait que c'est assez facile d'agréger l'information sur la pollution plastique et sur les effets, les impacts et comment elle peut, je dirais, se transformer à moyen et à long terme. Donc je me suis rebaigné dans mon élément qui était l'océanographie et puis les écosystèmes marins. Donc c'était plutôt sympa. Et puis une aventure dans une association. Donc, alors c'est comme dans une start-up. Hein. Quand je suis arrivé, on était 8 et là on est 21. Donc autant dire que l'organisation, les processus administratifs, etc., ça se fait un peu en temps réel. Bon, il y a des fois quelques tensions, mais ça s'ajuste assez facilement. Bon, il y a pas mal de communication. Et puis Yvan est très présent dans l'association. Et il insuffle énormément d'énergie. C'est pour ça que dans la vidéo que je vais vous présenter, vous allez voir, il y a toute une partie sur Yvan Bourgnon et ce qu'il a fait. Alors les vidéos sont pas top, hein, parce que c'est des assemblages que moi j'ai fait en prenant des bouts qui viennent de vidéos de présentation dans les médias. Normalement, à fin novembre, il y aura tout un plan de communication qui va sortir avec des vidéos New Look et puis des choses un peu plus finalisées. Et être en mesure de ramasser, de récolter tous ces produits que nous relâchons dans les océans me fascine parce que votre projet est quelque chose qui, à mon avis, va marcher très très bien. Voilà. Donc, je vous disais qu'on fonctionne avec des mécènes, donc les logos que vous avez vus, ce sont les principaux mécènes. Voilà, donc cette petite vidéo pour vous présenter le personnage Yvan Bourgnon, pour remettre en perspective un peu ce qu'il a fait. C'est vrai qu'on connaît beaucoup Laurent, mais on connaît un petit peu moins Yvan. Bon, Laurent est décédé dans un accident de plongée il y a déjà un certain nombre d'années. Bon, ça a pas mal affecté Yvan. Et ça a peut-être motivé d'ailleurs ses tours autour du monde en solitaire. Donc vous voyez que c'est un grand solitaire, hein, sur un tout petit bateau comme ça, faire 2 fois le tour du monde. Un coup du côté un peu chaud et l'autre côté un peu frais. Bon, mais malgré tout, c'est pas un solitaire dans le travail. Je dirais qu'il n'a pas trop d'horaire et il est très très présent dans l'association. Donc c'est pour ça que je voulais montrer un petit peu le personnage. Et puis après, donc le projet phare de l'association, c'est ce grand bateau, ce grand voilier multicoque, qui sera un bateau-usine qui permettra de collecter des plastiques, de les trier, de les valoriser, de les introduire dans des boucles éventuellement de recyclage, mais aussi qui servira de bateau ambassadeur pour faire des campagnes de sensibilisation, de l'éducation. Et il y aura aussi une équipe de scientifiques à bord. Donc à certains moments, en fait, les missions se transformeront en missions océanographiques, soit pendant les collectes, soit à côté des collectes. Et on embarquera à bord, sur appel à projet, en fait, des équipes du CNRS, de l'IFREMER, de l'IRD ou d'ailleurs. Voilà. Donc pour nous aider à constituer, je dirais, l'équipe, on s'est entouré d'un conseil scientifique. Ça a été ma mission de le mettre en place. Et j'étais super content de voir que y a beaucoup en fait, de nos collègues scientifiques qui ont dit oui tout de suite, sans même que je leur ai présenté le projet en détail. Donc ça m'a fait chaud au cœur. Donc on a des gens de l'IFREMER, vous connaissez peut-être François Galgani, qui est la référence en termes de pollution plastique à l'IFREMER et au niveau international, donc il fait partie de notre conseil scientifique. On a aussi des représentants de l'IRD, vous savez, qui travaillent donc en Outre-mer, donc dans l'IRD Brest. Et on a des représentants aussi de sociétés privées comme CLS. CLS, vous savez, c'est les balises Argos et les suivis d'animaux, par exemple. Donc ils ont une grosse activité sur la modélisation et la détection des pollutions environnementales. Donc on a un représentant de CLS. On a divers universitaires dans la caractérisation des plastiques. Et puis surtout, on a des représentants qui viennent de l'étranger. Donc Denise Ardesti qui vient du CIRO, qui est un organisme important de recherche australien. Et on travaille beaucoup aussi avec d'autres associations. Vous connaissez peut-être une autre association qui s'appelle The Ocean Cleanup, qui a mis des bateaux qui s'appellent Interceptor sur les fleuves en Indonésie et puis ailleurs pour collecter les déchets plastiques. Donc on a leur directeur de recherche, Laurent Le Breton, qui, comme son nom l'indique, est un Français qui a fait en fait centrale à Nantes
et qui est aussi dans notre conseil scientifique. Donc on est vraiment très ouvert. Donc là, on va rentrer un peu plus dans la pollution plastique. Juste pour vous présenter, mais ici, j'ai pas trop besoin de faire ça parce que je pense que vous êtes tous sensibilisés que les océans, c'est important pour nous et pour notre survie et pour notre vie d'une manière générale, et qu'ils couvrent une bonne partie de la planète. Alors pourquoi on s'intéresse aux déchets plastiques? Bon, il y a des études qui ont montré que au niveau des déchets que l'on trouve dans les océans, quand on regarde le type de déchets, vous savez, il y a des algues, il y a des débris de bois, il y a tout un tas de déchets dans les océans. Et on se rend compte, quand on fait un point relativement récent, je dirais, la majorité, ce sont quand même des débris plastiques. On a une moyenne de 70%. Là, c'est différents sites géographiques, et puis là, vous avez le pourcentage sur les chaînes. Donc vous voyez que les barres rouges sont relativement élevées. Ça veut dire qu'on a beaucoup en fait, de déchets plastiques dans l'océan. Alors pourquoi on est arrivé là? Je vais vous présenter quelques courbes. Rassurez-vous, il n'y en a pas beaucoup. Donc on dit que les déchets plastiques dans l'environnement, leur accumulation suit une courbe exponentielle. Heureusement, c'est pas vrai. Parce qu'une courbe exponentielle, ça veut dire qu'on double les quantités de plus en plus rapidement. C'est pas le cas. Vous voyez ici, on a ce style de courbe. On a les points de mesure de la production plastique depuis les années 50 jusqu'aux années 2020. Et puis la courbe en rouge, c'est l'évolution si jamais on ne change rien. Donc vous voyez qu'on est actuellement en 2020 à 9 milliards de tonnes. C'est la quantité cumulée de plastique qui a été produite à travers le monde. À peu près 1 tonne chacun. C'est pas mal quand même. Hein. Et la question qu'on se pose, c'est en combien de temps ça va doubler tout ça. Donc pour passer à 18 milliards de tonnes, il ne faut pas 200 ans, il va falloir 20 ans. Si on ne fait rien, en 20 ans, on aura doublé la quantité produite. Donc ça peut sonner quelque part chez vous, quand il y a des réglementations qui se mettent en place en disant d'ici à 2040, on aura éradiqué tout ceci, les plastiques jetables, mais il serait temps de faire beaucoup plus vite. Parce que la production augmente très vite. Alors pourquoi la production augmente vite? Eh bien tout simplement parce que la production annuelle de plastique n'arrête pas d'augmenter. Actuellement, on est à 380 millions de tonnes par an au niveau mondial. Donc vous voyez que pour doubler cette production, il va nous falloir simplement 30 ans. En 2050, on aura doublé cette production mondiale. Alors vous vous dites, ouais, mais bon, avec tout ce qu'on dit sur la pollution plastique, ça va peut-être s'arrêter. Les signaux qu'on voit ne sont pas dans le sens d'un arrêt ou d'un ralentissement. Je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, mais il y a des investissements majeurs faits par les Chinois et puis les Russes sur des usines de fabrication de plastique qui sont extrêmement conséquentes. Et ça, c'est pour les usines, quand on les construit, c'est pas pour les 5 prochaines années, c'est pour les 20 prochaines années, les 30 prochaines années. Donc, il y a une partie des industriels qui se dit, non, on va continuer comme on fait avant. Il n'y a pas de raison. Et ce qui explique cette courbe qui monte relativement rapidement. Alors le problème de ces plastiques, c'est qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Donc le graphique, là on ne voit pas grand-chose avec le projecteur, mais en gros les plastiques dans les années 50 jusque dans les années 60, on mettait ça en décharge, comme tous les déchets. Et les décharges à l'époque étaient plutôt à ciel ouvert, voire près de la côte, on mettait ça au bord d'une falaise, et puis on laissait tomber tranquillement, la mer nettoyait tout ça. Bon, il y a encore une décharge qui n'est plus active, mais qui recrache toujours des déchets. Hein, c'est au nord du Havre, sur la côte, là, et elle crache toujours des déchets. Donc, mais il y en a eu aussi en Bretagne. Donc à partir des années 80, on a commencé à incinérer. Donc c'était une façon de traiter. Et puis au milieu, entre les années 80-95, on a commencé à recycler. Alors les efforts pour incinérer et recycler, c'est-à-dire de bien gérer les déchets, n'arrêtent pas d'augmenter. Il y a énormément d'investissements qui se font là-dedans. Et puis le reste des déchets, eh bien, on les envoie en décharge gérée officiellement. Parce qu'il y a aussi des décharges qui ne sont pas gérées officiellement, plus trop dans nos pays, mais dans certains pays, ça se fait encore largement. Alors une décharge gérée officiellement, c'est quoi? On va enfouir en fait les plastiques. Le gros problème, c'est que les plastiques ne se dégradent pas.
En fait, c'est assez paradoxal, mais je le répète assez souvent pour que le message passe, mais quand les plastiques ont été inventés, enfin, ont été utilisés au niveau industriel dans les années 50, c'était inventé et designé pour être une matière durable. Parce qu'on était très embêté à l'époque par tous les emballages en carton, en papier, en tissu, qui se dégradaient avec les moisissures, les insectes, les attaques bactériennes, etc. Le plastique, lui, n'est pas du tout sensible aux attaques bactériennes. Donc c'était un matériau miracle. Et d'ailleurs, les premiers objets en plastique, vous en avez peut-être, hein, ces plastiques jaunes, blancs, en espèces d'ABS, qui sont extrêmement résistants et ils traversent les années d'une manière incroyable. Moi, j'ai une baignoire en plastique jaune dans laquelle mes parents me faisaient prendre mon bain quand j'étais gamin. Je l'ai utilisée pour mes enfants. Après, ils n'ont pas utilisé pour la génération suivante parce qu'ils ont fait de la luge avec et il y avait un trou au fond. Mais autrement, ça aurait été possible. Alors malheureusement, cette matière a été développée à un moment où un modèle économique émergeait aux États-Unis, qui était le modèle du jetable, du tout jetable, durée de vie courte, de façon à libérer, comme on disait à l'époque, du temps à la ménagère pour qu'elle aille faire plus de courses, et puis rentrer dans un système de production où on fait beaucoup d'objets, parce que ça permet de vendre. Et le plastique, quand il est arrivé dans les années 50, à l'état de maturité industrielle, il n'était pas cher. C'était la matière rêvée pour faire ça. Donc le plastique et l'histoire du jetable se sont rencontrés simultanément, mais je dirais c'est un petit peu une coïncidence. En fait, on pourrait très bien faire des plastiques qui durent très longtemps. Une bouteille en PET classique, là, une bouteille d'eau, elle met plus de 500 ans à se dégrader dans le milieu naturel, et encore on n'est pas très sûr si c'est 500 ou si c'est 600 ou 700. Et encore dans des conditions favorables, parce que si elle est sur le fond des océans, la dégradation se fait quasiment plus. Donc vous imaginez, on peut faire une bouteille en plastique, et vous la transmettez sur 400 ans aux générations futures. 400 ans, ça fait quasiment 10 générations. C'est plutôt sympa. Ça donne une autre perspective au niveau des durées de vie en fait, des objets. Et le plastique est capable de faire ça. Hein. On fait actuellement des parties de moteurs en plastique pour remplacer le métal. Donc c'est un matériau qui est très technique et que l'on peut faire durer sans problème. Mais ce n'est pas le même modèle économique. Alors le problème de mettre en décharge, même gérée, c'est que vous savez ce qui se passe avec les décharges, hein, on les fait fonctionner pendant 15 ans, 20 ans, on met un gros tas de terre par-dessus, en général on construit un lotissement, et puis on oublie quoi. Donc regardez ce qui s'est passé dans le passé à Montchanin ou ailleurs, après on se rend compte qu'il y a des émanations, il y a des gaz, il y a des fuites de produits toxiques, etc. Donc c'est pas réellement une gestion des déchets de mettre en décharge, même si c'est une décharge officielle. Il y a des pays en Europe qui ont dit, nous, la décharge, c'est fini, zéro. La Suisse a fait ça, et je ne sais pas si la France a pris la décision de faire ça, mais en Europe, la Commission européenne pousse les pays pour faire du zéro décharge. Ce qui veut dire qu'il faut installer du recyclage, de l'incinération, et minimiser la production de déchets. Donc on voit très bien, avec les gros investissements donc, sur la production de plastique, que si on n'arrête pas cette production, les investissements pour les incinérateurs, le recyclage, etc., ils auront du mal à suivre, quoi. C'est pas possible. Donc il faut travailler des deux côtés de la courbe. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on a une partie de la solution en tant que petit consommateur. Donc ça c'est un graphique des Nations Unies, donc c'est toujours un petit peu compliqué. C'est juste pour vous dire que les plastiques et les déchets, ils sont utilisés beaucoup par l'industrie. Vous voyez, hein, quand il y a des produits qui transfèrent d'une usine à l'autre, en général, c'est filmé avec un plastique, ça c'est jetable. Donc on ne sait pas recycler, ou très peu. Et tout ça, ça finit dans la nature d'une façon ou d'une autre. Et puis après, tout ce qu'on a comme matière plastique dans notre vie courante, c'est relativement effarant de voir en fait la quantité de matière plastique qu'on peut avoir si on introduit en plus tous les textiles, quoi. Parce que les textiles, on a énormément de fibres synthétiques. Donc tout ça, ça finit dans l'environnement, ça se morcelle, ça fait des microplastiques, et on ne sait pas trop finalement qu'est-ce que ça va devenir. Parce que sur les 9 milliards de tonnes, il y en a 6 milliards qui sont dans l'environnement. Il y en a beaucoup au fond des océans, mais pas uniquement, il y en a plein dans les sols aussi. Alors voilà ce que ça donne quand les plastiques et les déchets ne sont pas très bien gérés. Donc les photos que vous voyez là, c'est souvent les mêmes que vous voyez d'ailleurs dans les journaux. Ce sont des photos qui sont prises dans les Caraïbes. Il y a une zone dans les Caraïbes, du côté du Honduras,
vous avez la côte fait un petit peu un angle comme ça, et donc du coup ça fait une espèce de tourbillon au niveau courant marin, et ça a tendance à accumuler les débris de cette façon-là. Alors il y a un joyeux mélange d'algues, de plastique et de tout un tas de choses, mais vous voyez que les densités sont très importantes. C'est pas très large, hein. Vous voyez, ça fait quelques dizaines de mètres de large, mais ça peut être très très long. Ça a été accumulé grâce au courant marin et au vent, tout simplement. Bon, quels sont les impacts de la pollution plastique? Les impacts premiers qu'on vous a montrés avec des images un peu chocs, c'est sur la faune marine et aquatique. Donc que ce soit les étranglements hein, des oiseaux, des mammifères marins, que ce soit les empoisonnements par ingestion. Les tortues marines, par exemple, sont friandes de sacs plastiques parce que ça ressemble un peu à des méduses. Et puis on s'est rendu compte qu'en plus le goût du polyéthylène était un goût qui leur plaisait, c'était un appétant en fait. Donc ça pose vraiment des problèmes. Et puis après, il y a toute la pollution, je dirais, un peu cachée, qui est toute la pollution chimique qui est induite par les plastiques. Et si on rentre dans les microplastiques, là c'est encore plus l'inconnu. Et en plus, ces microplastiques ont, enfin les macrodébris aussi, mais c'est plus évident sur les microplastiques, ont aussi le désagréable inconvénient de fixer certains polluants. Bon, par exemple, les polyéthylènes fixent assez facilement les métaux lourds. Donc ce qui veut dire que si vous avez des microplastiques, ils fixent les métaux lourds dans l'environnement, ces microplastiques sont filtrés par des organismes filtreurs comme les moules ou les huîtres, et bien vous allez récupérer les microplastiques plus les métaux lourds, qu'il n'y avait pas avant dans les plastiques. Et donc ces métaux lourds reviennent dans notre chaîne alimentaire, et il y a d'autres produits organiques aussi toxiques qui peuvent revenir comme ça par les plastiques. Et les plastiques eux-mêmes ont une certaine toxicité qu'on connaît mal quand on les ingère aussi. Donc c'est vraiment un problème global de santé publique. En termes de santé publique, vous savez, l'Organisation mondiale de la santé est un peu sur la brèche. Bon, ils sont un peu occupés en ce moment avec une pandémie. Mais il y a d'autres sujets aussi qui les préoccupent, et ils ont demandé aux organismes de recherche de lancer des études et de débloquer des fonds pour faire des études sur les effets des microplastiques. Parce qu'on n'a aucune idée de leurs effets sur la santé. On sait que ça s'accumule dans les systèmes digestifs des animaux, des hommes. On en retrouve un peu partout, mais pour l'instant, on est juste à l'état de description. On ne sait pas trop ce qu'on génère. Ça va dépendre des déchets, ça va dépendre du contenu en matière toxique dans les microplastiques, et puis ça va dépendre aussi du type de polymère, de leur forme, de leur taille. L'inquiétude, c'est que si on a une grosse proportion de très petits microplastiques, qu'on appelle les nanoplastiques, que ça passe facilement les barrières, par exemple hémato-encéphaliques, avec des effets qui pourraient être un peu dramatiques. Donc pour l'instant, on peut s'affoler rapidement avec du potentiel. Je crois qu'il ne faut pas aller trop loin dans l'anxiété, et on en a assez pour l'instant. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a pas mal d'études en cours, que s'il y avait une toxicité aiguë, on la connaîtrait depuis longtemps, parce que ça fait un petit moment qu'on mange des particules de plastique, hein, parce qu'il y en a partout. Hein. On utilise beaucoup de plastique pour préparer nos aliments, donc on en retrouve partout. Si c'était réellement avec une toxicité aiguë, on le saurait. Mais par contre, sur la toxicité chronique et les effets à long terme, pour l'instant, on n'a absolument aucune idée. Et puis le deuxième point, c'est que ces radeaux flottants à la surface de la mer peuvent transporter des bactéries pathogènes et des virus. Ça a été prouvé, il n'y a pas de souci. Le gros problème, c'est que les zones où les plastiques, les déchets ne sont pas gérés, sont aussi des zones où les eaux usées ne sont pas gérées. Donc vous retrouvez énormément de pathogènes qui sont issus des eaux usées dans des zones où il y a beaucoup de débris plastiques. Et donc du coup, ces pathogènes sont aussi transférés avec les débris au gré des courants. Donc, après, il ne faut pas être alarmiste non plus, mais c'est un potentiel qui peut être problématique. En particulier, quand les micro-organismes sont sous forme de biofilms sur les surfaces, ils ont tendance à échanger beaucoup plus de matériel génétique. Donc il y a des papiers qui ont montré que la résistance aux antibiotiques, quand vous avez des bactéries qui sont résistantes, qui collent au plastique, elles transfèrent les gènes de résistance aux copines qui sont à côté. Donc du coup, vous avez des populations de bactéries qui sont résistantes beaucoup plus rapidement. Alors la question qui doit être dans toutes les têtes, je le vois, c'est mais alors avec les virus, comment ça se passe? Eh bien, le plastique, la dernière publication qui est sortie, mais alors là c'est tout neuf, il y a 15 jours, c'est que la durée de vie en fait du Covid sur les plastiques est 2 fois plus longue
que sur du métal, du papier ou du tissu. C'est intéressant. Quand on pense qu'on est revenu à utiliser beaucoup de plastique à usage unique pour des raisons sanitaires, on n'est pas forcément sûr que ce soit tout à fait les bonnes solutions. Donc, par contre, est-ce qu'un virus comme ça peut provenir, je ne sais pas, de l'Asie et puis arriver sur nos côtes? La réponse est non. Et il faut penser écologie microbienne. C'est-à-dire que quand vous avez une surface qui plonge dans l'eau, vous savez bien, pour tous ceux qui font du bateau, vous mettez quelque chose dans l'eau, vous revenez quelques semaines après, c'est garni. Si vous ne mettez pas d'antifouling, et ça pousse vite. Et en fait, vous avez là-dessus tout un écosystème de bactéries, de virus, de méiofaune, etc. Le pauvre virus, qui est quand même une matière protéique, qui tombe là-dedans, il se fait boulotter tout de suite. Enfin, vraiment, il n'y a pas de risque de ce côté-là. Alors, d'où viennent les plastiques? Vous avez notre Laurent Le Breton national, donc, qui travaille pour The Ocean Cleanup, qui a fait un super modèle, et il a pris 10 000 rivières, avec leurs variations de débit annuelles sur plusieurs années. Il a pris les populations sur les bassins versants, il a pris le taux de gestion des déchets, et il a mixé tout ça, et il a fait un modèle de prédiction de rejet de déchets plastiques dans l'océan par les rivières. Et vous voyez que là, et c'est mondial, hein. Là vous voyez les gros ronds bleus, c'est là où ça crache le plus, donc on voit en Asie évidemment, en Chine, en Indonésie, vous voyez l'Amazone, vous voyez le Niger. Bon, sur nos côtes, je dirais européennes, on est des petits joueurs à côté, heureusement. Alors pourquoi cette situation? C'est assez amusant parce que finalement les gros producteurs d'objets en plastique, eh bien si on faisait la carte, on aurait la Chine, les États-Unis, l'Europe. Mais par contre, effectivement, pour ce qui est de la pollution des eaux, on voit plutôt l'Asie. Alors ça, c'est le résultat d'une politique qui maintenant a émergé au grand jour, c'est que vos déchets recyclés, il y a une grande partie qui partait en Asie. Voilà. Géré normalement par des sociétés qui prenaient ça en charge, etc. Puis c'est avéré que ces sociétés, finalement, elles mettaient ça dans une décharge, elles mettaient le feu de temps en temps, ou le grand jeu en Asie, parce que c'est leur habitude de faire, c'est de mettre ça dans des cours d'eau de rivières, comme il y a des moussons, donc les cours d'eau sont avec un débit très fort, donc en général les vallées sont très encaissées, on met ça dans la vallée, puis après la mousson, il n'y a plus rien, c'est propre. C'est sûr, c'est arrivé dans l'estuaire. Mais alors, c'est une habitude en fait qui est ancestrale. Quand dans ces populations-là, ils utilisaient en fait de l'emballage naturel à base de fibres, de feuilles, etc. C'était tout à fait légitime de jeter ça dans le cours d'eau. Après, ça partait en dégradation comme les autres végétaux et ça posait aucun problème. Le problème, c'est qu'on a amené un modèle économique d'hyperconsommation sans amener aussi la techno pour gérer les déchets. On est en train de leur vendre ça actuellement et éventuellement de l'installer, mais il est un peu tard, quoi. Donc voilà la situation. Plus on en a remis une couche, finalement en renvoyant nos propres déchets dans ces zones-là. Donc la Chine a dit stop, moi j'en veux plus de vos déchets, mais il y a plein de pays dans la zone Asie qui ont dit si, continuez, ça nous amène de l'argent, c'est quand même pas mal, quoi. Et on le voit quand il y a des paquets de déchets qui partent à la dérive parce qu'il y a eu un cyclone, une tempête, un tsunami ou quelque chose comme ça, on voit souvent ces nappes de déchets, ça m'a toujours intrigué, où c'est quasiment du monodéchet. On voit que des bouteilles, on voit que des sacs, et en fait c'est du déchet qui a été trié. Il a été trié chez nous, puis il a été envoyé là-bas. Alors au niveau mondial, il faut que je vous parle quand même des gyres océaniques, parce que tout le monde en parle. Voilà, les gyres océaniques, c'est quoi? Vous avez une carte du monde, on ne voit pas très bien les continents, mais en gros, vous voyez, il y a le Pacifique et il y a l'Atlantique, et du fait des courants marins tout à fait classiques, c'est ce qu'on appelle la circulation thermohaline, vous avez ces grands gyres, qui sont des grands tourbillons, dans chaque océan. Du fait de ces tourbillons, les matières s'accumulent au milieu, en fait. Et donc il y a eu beaucoup d'articles sur l'accumulation des plastiques dans ces gyres.
Et je voulais un peu démystifier tout ça, que vous ayez un regard un petit peu neuf là-dessus, tout en conservant, je dirais, l'importance du problème. Alors, je vais vous faire une révélation. Là, je vais vous montrer une photo de ce qu'on voit dans un gire. Voilà, c'est un scoop. Intéressant, non? Alors, j'ai pris une photo par temps calme, parce que par temps agité, on voit encore moins. Voilà, si vous allez en plein milieu du gire Pacifique, vous allez voir ça. En fait, c'est extrêmement dilué. C'est pas du tout normal de trouver autant de plastique au milieu de l'océan. Je vais vous montrer un peu les quantités. Mais c'est extrêmement dilué. On parle de quelques centaines de grammes par kilomètre carré. Donc une zone d'1 kilomètre sur 1 kilomètre. Vous imaginez 100 grammes de plastique. Un sac plastique, ça fait 10 grammes. Alors 10 sacs plastiques dans 1 kilomètre carré au milieu de l'océan perdu, c'est absolument insupportable. C'est pas normal de faire ça. Hein. Je dis pas que c'est normal. Hein. Il faut absolument trouver une solution pour arrêter ça. Mais de là à dire que c'est un 7e continent et qu'on va aller marcher dessus, je pense qu'il vaut mieux prendre une paire de palmes si vous voulez aller faire un tour sur le 7e continent. Alors c'est amusant aussi, c'est que reprenez les articles journalistiques qui ont parlé du 7e continent et des gyres océaniques, en général vous n'avez pas ce genre de photos. Vous avez la photo d'une nappe comme je vous ai montré au Honduras, celle-là elle est assez classique, elle est très souvent utilisée, mais ce sont des photos de nappes de déchets plastiques en zone côtière. C'est rare qu'on ait ça en zone hauturière comme ça. Alors on peut trouver des gros déchets, hein. On peut trouver des méga déchets de temps en temps, on peut retrouver des morceaux d'aile d'avion, on peut retrouver des filets dérivants, donc de temps en temps, ou un container, donc ça peut être des déchets qui viennent d'un accident d'avion au-dessus du Pacifique, ou d'un container qui est tombé à l'eau, mais d'une manière globale, on trouve très peu de choses. Alors je vais vous montrer ce qu'on trouve. Voilà. Vous voyez ici, c'est une boîte de pétri, ça fait à peu près 10 cm, celle-ci est en verre. Et ça, c'est le résultat d'un chalutage avec un filet à plancton qui s'appelle le filet manta. C'est un filet qui fait à peu près 50 cm de large, ça, sur à peu près ça de hauteur. Et ils ont traîné ce filet-là sur 1 mille, c'est-à-dire quasiment 2 km. Et après 1 mille, voilà ce qu'il y a dans le filet. Donc vous voyez, pas facile de marcher sur le 7e continent, il n'y a pas grand-chose. Bon, c'est totalement anormal de trouver autant de petits débris plastiques dans une zone au milieu de l'océan. Hein. C'est clair qu'il y a des choses à faire de ce côté-là, à comprendre, et puis à voir comment on peut éviter ça. Mais on n'est vraiment pas sur une grosse accumulation, une grosse densité de plastique. Au pire, on peut trouver quelques kilos par 1 km². Comment on peut faire pour agir? Eh bien, repensez un petit peu le modèle économique, je vais passer un petit peu rapidement là-dessus. Repenser un peu la conception des produits, aller vers des choses qui sont réutilisables, augmenter la durée de vie des plastiques. Mais ça pourra faire l'objet de la discussion. Et nous, avec The Sea Cleaners, on se positionne sur la partie, il faut travailler en amont, prévenir les gens, etc. Mais il faut travailler aussi à nettoyer les écosystèmes. Hein, et ça n'a pas de prix. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous disent « Ouais, mais le plastique que vous allez récupérer, combien vous allez le vendre, ça va coûter cher. » Mais on s'en fout, il n'y a pas de modèle économique derrière ça. Et quel prix vous mettez quand il y a une baleine qui meurt, ou un phoque, ou une tortue? On ne peut pas monétiser tout ça, quoi. Donc, on n'est pas du tout dans une logique économique. Bon, il y a beaucoup d'incertitudes encore sur les plastiques, en particulier comment mettre en place une gouvernance mondiale pour que tout le monde soit à l'unisson en termes de réglementation, et puis quelle dimension économique on veut donner à nos enfants dans un modèle futur. Voilà, je passe rapidement pour laisser la place aux questions. Alors, ça c'est une plage où il n'y a pas trop de plastique, qui n'est pas très loin du gire Nord-Pacifique, c'est une plage d'Hawaï. Bon, j'ai eu la chance d'aller faire un petit tour là-bas, mais c'est le petit clin d'œil. La première conférence sur la pollution plastique océanique, ça date de 1984. Et on a fait cette conférence parce que déjà, il y avait plein de résultats. Vous voyez un petit peu la distance, à 1984, 36 ans. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis. Mais bon, sur le changement climatique, c'est un peu la même chose. Il y a des choses qui se mettent en place, mais pas énormément. Donc l'évidence qu'il y a une pollution, elle existe depuis très longtemps. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis très longtemps. Mais c'est vraiment grâce aux journalistes, ils ont fait un super boulot dans les dernières années, que c'est remonté finalement à la connaissance du grand public.